Aujourd'hui, nous explorons 5 des décès en milieu de travail les plus terrifiants de l'histoire. Ces histoires vraies mettent en lumière les dangers propres à certaines professions et soulignent l'importance cruciale de mesures de sécurité. Chaque récit tragique est un rappel, s'il en faut, des risques auxquels les travailleurs sont confrontés. D'accidents imprévus aux dangers inattendus. Rejoignez-nous, découvrons les détails glaçants de ces incidents mortels. Nous sommes le 6 juin 2024 au centre complet de lutte contre le cancer de l'Université de Chicago, situé à Hyde Park. David O'Donnell, un ouvrier de construction de 27 ans employé par High-Tech Stakeout, travaillait sur un échafaudage avec Jeffrey Spirka, un ferrailleur expérimenté. David, diligent et dévoué, se concentrait sur ses tâches en hauteur, ignorant le danger imminent qui allait bouleverser leur vie à tous les deux. La construction du centre de lutte contre le cancer impliquait plusieurs entrepreneurs, avec Turner Construction en tant qu'entrepreneur général et Adjustable Forms Incorporated responsable de l'échafaudage. Le projet avançait sans encombre, mais le temps à Chicago est devenu dangereux ce jour-là. En fin de matinée, le vent s'est intensifié, atteignant 66 km/h. Malgré ces conditions, le travail se poursuivait. Les ouvriers avaient déjà exprimé des inquiétudes quant à la stabilité de l'échafaudage, notamment au coin sud-ouest où il était attaché au bâtiment. Malheureusement, ces avertissements ont été ignorés. L'échafaudage, à plus de 30 mètres du sol, avait une connexion fragile impliquant une planche de contreplaqué d'1,20 m clouée à la structure. Ce pont de fortune allait bientôt devenir une faille fatale. Vers midi, le vent s'est encore renforcé, atteignant un pic de 70 km/h. Des témoins ont vu l'échafaudage osciller dangereusement. David et Jeffrey se trouvaient sur la plateforme lorsque le coin de l'échafaudage, mal sécurisé, a commencé à se détacher du bâtiment. Le pont en contreplaqué a cédé, entraînant l'effondrement de l'échafaudage. David et Jeffrey ont chuté de plus de 24 mètres. David, sans harnais ni corde, a percuté le sol et est décédé malgré les tentatives de sauvetage. Jeffrey, bien que grièvement blessé, a survécu et a été transporté d'urgence à l'hôpital avec de graves blessures au cerveau et au corps. Sa survie est attribuée à une couche de tuyaux en PVC qui a amorti sa chute. Le chantier de construction a été fermé et des enquêtes par l'Occupational Safety and Health Administration, OSHA, et d'autres agences ont commencé. La famille de David, dévastée, a intenté une action en justice pour homicide involontaire contre Turner Construction et Adjustable Forms Incorporated. Ils ont invoqué la négligence, citant des mesures de sécurité inadéquates et l'incapacité de l'échafaudage à résister au vent. Jeffrey Spirka, représenté par l'avocat Lou Cairo, a poursuivi les mêmes entreprises. Représentant les deux familles, Cairo a pointé les manquements en matière de sécurité et critiqué la décision de continuer à travailler par un vent si fort. Les poursuites judiciaires ont mis en évidence la mauvaise condition de l'échafaudage, en particulier le pont en contreplaqué au coin, sécurisé uniquement par quelques clous. L'effondrement s'est produit à ce point faible, entraînant la chute de David et Jeffrey. Les directives de l'OSHA stipulent que le travail doit cesser en cas de vent fort, sauf si un expert compétent juge la situation sûre et que les travailleurs doivent disposer d'une protection contre les chutes appropriées. David et Jeffrey, seulement vêtus de gilets fluorescents, étaient vulnérables sur l'échafaudage oscillant. Le porte-parole de Turner, Chris McFadden, a souligné l'engagement de l'entreprise en matière de sécurité et a suspendu toutes les activités de construction en attendant l'enquête. Le président d'Adjustable Forms, Eric Lindquist, a reconnu la tragédie et a présenté ses condoléances. Alors que les enquêtes se poursuivaient, des questions se sont posées sur les raisons pour lesquelles les avertissements des travailleurs ont été ignorés. Les poursuites judiciaires ont révélé une lacune critique dans la surveillance de la sécurité et ont remis en question les pratiques de l'entrepreneur général et du sous-traitant. La famille O'Donnell a cherché à obtenir justice par le biais de leur action en justice, exigeant des dommages-intérêts importants pour renforcer les protocoles de sécurité dans l'industrie de la construction. La mort de David n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de l'importance des réglementations en matière de sécurité. Jeffrey Spirka faisait face à un long chemin à parcourir. Son procès visait à obtenir justice et à mettre en évidence la nécessité de meilleures mesures de sécurité. L'accident l'a laissé avec des cicatrices physiques et émotionnelles, et l'action en justice de sa famille visait à assurer la justice et le soutien pour sa guérison. L'industrie de la construction était attentive aux poursuites, car ils allaient déterminer les indemnisations pour les familles et les normes pour le traitement de cas similaires à l'avenir. Nous sommes le 15 janvier 2024 à Dysart, dans le Queensland. Un mineur de charbon de 27 ans, Luke O'Brien, venait de commencer son quart de travail à la mine de charbon Sarajisut, exploitée par BHP Mitsubishi Alliance.
Luc était connu pour sa passion pour l'exploitation minière et les courses de vitesse. Il partageait souvent ses aventures sur les réseaux sociaux et aimait passer ses week-ends avec ses amis au Mojos. Ce jour-là, cependant, sa tâche habituelle s'est transformée en tragédie. Aux alentours de midi, Luc et un collègue remorquaient un camion-citerne B-double bloqué. Luc se tenait entre la plateforme d'un véhicule utilitaire léger et le pare-buffle du camion-citerne. Dans une tournure soudaine et tragique, le véhicule a reculé, écrasant Luc contre le camion. L'incident s'est produit vers midi, les services d'urgence ont été immédiatement appelés, les ambulanciers sont arrivés vers 13h30 et ont transporté Luc d'urgence à l'hôpital de Dysart. Malgré tous les efforts pour le sauver, les blessures de Luc étaient trop graves et il est décédé plus tard dans la soirée. La nouvelle de la mort de Luc s'est rapidement répandue dans toute la communauté minière. Resource Safety and Health Queensland a lancé une enquête approfondie. Rob Jukic, le directeur des opérations de RSHQ, a exprimé ses plus sincères condoléances et a confirmé qu'une enquête a été immédiatement ouverte après avoir été informé. Il a mentionné que plusieurs enquêteurs et inspecteurs de l'unité d'enquête sur les incidents graves et de l'inspectorat des mines de charbon collaborent étroitement avec BMA pour déterminer la cause de l'incident. La police du Queensland a également rejoint l'enquête, préparant un rapport pour le coroner. Les opérations à la mine de Saraji ont été immédiatement suspendues pour permettre à l'enquête de se dérouler et pour donner aux travailleurs le temps de réfléchir à la mort de leurs collègues. La mort soudaine de Luke O'Brien a choqué les communautés minières locales et au-delà. Le Queensland Resources Council et le syndicat des mines et de l'énergie ont publié des déclarations exprimant leurs condoléances et s'engageant à découvrir les causes de la tragédie. Judy Bertram, PDG par intérim du Queensland Resources Council, a exprimé sa profonde sympathie pour la famille qui traverse une perte inimaginable, ainsi que pour les amis, collègues et premiers intervenants concernés. Elle a affirmé le soutien du Conseil à tous les efforts visant à prévenir des tragédies similaires à l'avenir. Le syndicat des mines et de l'énergie a exprimé sa profonde tristesse après cet incident tragique, déclarant leur dévastation face à la perte d'un mineur de charbon qui ne rentre pas chez lui après son quart de travail. Des inspecteurs de la sécurité du syndicat ont été déployés pour garantir une enquête approfondie et recommander des mesures pour prévenir de futurs incidents. Luc était plus qu'un simple mineur pour ceux qui le connaissaient. Sa famille, ses amis et ses collègues ont exprimé leur chagrin et partagé des souvenirs sur les réseaux sociaux. Sa mère, Yvette O'Brien, a parlé d'un cœur brisé par la perte de son fils. Son père, Terence O'Brien, a quant à lui posté sur la douleur de perdre son plus jeune fils après l'incident à la mine de Saraji, remerciant tous ceux qui ont offert leur soutien pendant cette période difficile. Glenn Payne, un ami des années scolaires de Luc, a partagé avec 7 News que Luc adorait les courses de vitesse, une passion qu'il partageait avec son père. Scotty Wedmeyer, un mécanicien de chantier, a pleuré la perte de leurs rencontres aux Mojos et sur la mine et au camp. Mick Ville, propriétaire de Ville Industrie, se souvenait de sa rencontre avec Luc, le décrivant comme l'un des meilleurs et se rappelant des moments de camaraderie lors de tâches difficiles. McCosker Gladstone Speedway a rendu hommage à l'enthousiasme de Luc pour les courses, notant qu'il concourait dans sa berline modifiée sur leur piste et qu'il était connu pour être un individu respectueux et apprécié. Ils ont exprimé que son décès représente une perte significative pour la communauté des courses, soulignant qu'il manquera profondément. O'Brien a souligné les dangers inhérents à l'exploitation minière et a déclenché un nouvel accent sur la sécurité dans l'industrie. Le président des actifs de BMA, Adam Lancet, a exprimé ses plus profondes sympathies et a souligné l'importance de la sécurité au travail, reconnaissant l'impact profond de la perte sur la famille, les amis et les collègues de Luc. Le ministre des Ressources du Queensland, Scott Stewart, a abordé les implications plus larges de la tragédie, soulignant les attentes en matière de sécurité des travailleurs. Il a décrit l'incident comme un rappel déchirant des risques inhérents à l'exploitation minière, mettant l'accent sur l'importance des efforts continus pour garantir que les travailleurs rentrent chez eux. L'industrie est déterminée à mettre en œuvre des mesures significatives pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Mitch Hughes, président du district syndical, a promis une enquête approfondie, soulignant la détermination du syndicat à scruter chaque détail pour comprendre les circonstances de l'incident et élaborer des stratégies pour prévenir de futurs décès et blessures. Le 15 août 2017, dans la dense forêt de Sirowi, près de Sumfelinfach, au sud du pays de Galles, Ben Thomas, un jeune homme de 24 ans originaire d'Aberbargoued, Caerphilly, travaillait comme ouvrier forestier pour Trifines, une entreprise basée à Pontypool depuis avril 2017. Bien que ce fût son jour de repos, Ben avait accepté de travailler en plus.
Ce jour-là, une tâche de coupe d'arbres de routine allait conduire à un tragique accident. Avant de devenir bûcheron, Ben était échafaudeur, mais il aspirait à travailler en plein air. Après avoir obtenu ses qualifications en sylviculture en janvier 2017, il était ravi de commencer avec Trifinesse. Connu pour son enthousiasme et son travail acharné, Ben était heureux de participer au défrichement d'arbres pour Natural Resources Wales dans la forêt de Sirowi, une région qu'il aimait. Ce matin fatidique, Ben est arrivé sur le site prêt à travailler aux côtés de ses collègues Mark Whitehead et Elliot Wilmer. L'équipe respectait les protocoles de sécurité, travaillant à des distances sûres, environ 50 mètres l'un de l'autre, pendant qu'ils coupaient des arbres. Cet espacement était une mesure de sécurité cruciale pour prévenir les accidents pendant le processus de coupe. Ben utilisait sa tronçonneuse sur un mélèze, travaillant hors de vue de Mark et Elliot, qui étaient occupés à leur tâche. Vers midi, Ben cria « J'ai fini !» pour signaler qu'il avait terminé son travail. Mark et Elliot l'entendirent et continuèrent leur tâche après avoir mis leur protecteur d'oreille. Quelques minutes passèrent et ils n'entendaient plus aucun bruit venant de Ben. Le bruit de sa tronçonneuse s'était arrêté. Inquiets, ils enlevèrent leur protecteur d'oreille et écoutèrent attentivement, n'entendant que le léger ronronnement au ralenti de la tronçonneuse de Ben. Ils se précipitèrent vers le bruit et découvrirent une scène horrifiante. Ben était piégé sous un grand arbre. Le mélèze qu'il avait abattu avait fait tomber un autre arbre qui penchait dangereusement sur lui. Mark et Elliot essayèrent immédiatement de couper l'arbre pour libérer Ben, mais leurs efforts furent vains. Ben avait subi des blessures graves et ne répondait plus. Les services d'urgence furent appelés et le secouriste Daniel Waits arriva, naviguant à travers le terrain difficile jonché d'arbres tombés. En atteignant Ben, il était clair qu'il était déjà décédé. Le corps de Ben montrait des traumatismes importants, avec des contusions graves à la tête et une poitrine molle et souple. Un examen post-mortem révéla l'étendue des blessures de Ben. Côte fracturée, poumons lacérés et asphyxie par écrasement. Les tests confirmèrent que Ben n'avait ni alcool ni drogue dans son système au moment de sa mort. L'incident déclencha des enquêtes menées par la police de Gwent. L'enquête du tribunal du coroner de Newport visa à comprendre comment un accident avait pu se produire pour un travailleur aussi diligent que Ben. Les témoignages de ses collègues, de son superviseur et d'experts de l'industrie décrivirent une malchance tragique. Mark Whitehead, le directeur de Trifinesse, décrivit Ben comme un travailleur sûr qui avait coupé environ 15 000 arbres durant sa courte période avec l'entreprise. Il souligna que Ben suivait les directives de sécurité appropriées qui stipulent que l'abattage d'arbres doit être effectué seul, mais sous supervision à distance. Elliot Wilmer se rappela des derniers mots de Ben et de leurs efforts pour le sauver. Il décrivit l'horreur de leurs vaines tentatives et comment ils ont fait face à la tragédie. L'expert en sylviculture, Martin Lennon, expliqua que l'arbre qui est tombé sur Ben penchait depuis longtemps. Cet arbre, dormant, n'était pas visible de la position de Ben. Lorsque Ben a coupé son arbre, l'arbre dormant a été déstabilisé et s'est effondré, causant ses blessures mortelles. Le jury de l'enquête conclut que la mort de Ben était accidentelle. La coroner en chef, Caroline Sanders, nota qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que Ben n'aurait pas dû abattre des arbres ce jour-là. Le rapport du coroner souligna que Ben et ses collègues avaient suivi les procédures standards et respecté les consignes de sécurité. Malgré le dénouement dévastateur, l'enquête disculpa Trifinesse de toute négligence. Le HSE confirma que l'accident tragique résultait de l'arbre dormant imprévu et non d'une violation des normes de sécurité par l'entreprise. C'était le 13 juillet 2023, près de Revelstoke, en Colombie-Britannique. L'été avait été impitoyable, avec des incendies de forêt ravageant la province. Ce jour-là, Devin Gale, une jeune femme de 19 ans, faisait ce à quoi elle se consacrait depuis 3 saisons. Combattre les incendies avec le BC Wildfire Service. Devin dégageait des broussailles dans une zone reculée où un petit incendie s'était déclaré. La famille, les amis et les collègues de Devin se souviennent d'elle comme d'une personne qui incarnait la compassion et l'altruisme. Elle était en 3e année à l'université de la Colombie-Britannique, Okanagan, où elle étudiait pour devenir infirmière. Cette double vocation de pompière et d'infirmière reflétait son engagement à servir les autres. La saison des feux de forêt en Colombie-Britannique a été particulièrement brutale cette année. La province fait face à une crise grave avec plus de 350 incendies de forêt qui font rage de manière incontrôlable, dévorant plus de 1,2 million d'hectares de forêt. La rareté des précipitations combinée à des conditions persistantes de chaleur et de sécheresse a exacerbé la gravité et la fréquence de ces incendies.
Un appel urgent est lancé pour l'envoi de 1000 pompiers internationaux afin de soutenir les équipes locales débordées. Ce jeudi après-midi fatidique, Devin et son équipe étaient chargés de déblayer les broussailles dans une zone reculée, fortement boisée. Ce type de travail, bien qu'essentiel, est extrêmement dangereux. Les feux peuvent se rallumer rapidement et la forêt dense pose des dangers constants. Vers 15h30, la GRC de Revelstoke reçut un appel angoissant. Devin avait perdu le contact avec son équipe. Lorsqu'ils la retrouvèrent, ses collègues la découvrirent coincée sous un arbre tombé. Malgré leurs tentatives immédiates pour lui administrer les premiers soins et la transporter par hélicoptère à l'hôpital Queen Victoria, Devin succomba à ses blessures. La nouvelle du décès de Devin se répandit rapidement, attirant des condoléances de tout le Canada. Le Premier ministre Justin Trudeau reconnut le courage et le sacrifice de Devin et de ses collègues pompiers dans ses expressions de tristesse. Le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, pleura également cette perte, la qualifiant de significative pour tous ceux impliqués avec le BC Wildfire Service en cette période particulièrement difficile. Le frère de Devin, Nolan Gale, partagea son chagrin et son admiration pour sa sœur dans un post Instagram émouvant. Il la décrivit comme attentionnée, travailleuse et altruiste. La mort de Devin fut une preuve des dangers auxquels sont confrontés les combattants des feux de forêt. Bien que les décès parmi ces individus courageux soient relativement rares, les risques qu'ils affrontent au quotidien sont immenses. Le BC Wildfire Service, WorkSafe BC, et le BC Coroner Service lancèrent des enquêtes pour comprendre les circonstances du décès de Devin dans le but de prévenir de tels incidents à l'avenir. Dans les jours suivant sa mort, une cérémonie commémorative fut organisée à Revelstoke en l'honneur de Devin. Des centaines de personnes se rassemblèrent dans les rues, y compris des membres du BC Wildfire Service, de divers services d'incendie et de la Gendarmerie royale du Canada, tous venus lui rendre hommage. Les frères et sœurs de Devin, Nolan et Keln, qui sont également pompiers, prononcèrent des hommages émouvants lors de la cérémonie. Ils parlèrent de la motivation, de la compassion et du dévouement inébranlable de Devin à aider les autres. Durant son hommage, Nolan loua Devin comme l'une des meilleures personnes qu'il ait connues, notant que son humilité l'aurait normalement empêché de recevoir de tels éloges. Pendant ce temps, Keln, luttant pour retenir ses larmes, exhorta chacun à se souvenir de l'héritage de Devin et de l'aggravation des conditions liées aux incendies de forêt. Elle encouragea à rire en mémoire de Devin. Stephen Hood, un collègue du BC Wildfire Service, décrivit Devin comme immensément belle et pleine de vie, soulignant son enthousiasme pour son travail et son esprit d'aventure. Un autre collègue, Cassie Robinson, se souvint de l'accueil chaleureux que réservait Devin aux nouveaux membres de l'équipe, veillant à ce qu'ils se sentent prêts et soutenus dans leur rôle difficile. Née le 24 novembre 2003, elle a grandi à Langley, en Colombie-Britannique, et était connue pour sa participation à la natation et au ski de compétition. Sa passion, cependant, était la gymnastique sur trampoline, où elle s'entraînait et concourait avec le Revelstoke Acrobats Trampoline Club. Cet amour des défis physiques l'a finalement conduite à la lutte contre les incendies, où elle a canalisé son énergie pour protéger sa communauté. En plus de ses activités sportives, Devin était une étudiante assidue à l'UBC Okanagan. Leslie Cormack, la principale et vice-chancelière adjointe de l'UBCO, exprima la tristesse du campus face à la perte d'une étudiante prometteuse. Elle adressa ses plus sincères condoléances au nom de l'université, à la famille et aux amis de Devin, ainsi qu'à toute la communauté qui la connaissait et l'aimait. L'engagement double de Devin envers la lutte contre les incendies et les soins infirmiers reflétait son désir de faire une différence tangible dans la vie des gens. Sa détermination et son altruisme ont laissé une empreinte durable sur ceux qui l'ont connue. Les hommages de ses proches ont dressé le portrait d'une jeune femme dont la vie, tragiquement interrompue, était remplie de sens et de courage. Le 7 juin 2024, une tragédie a frappé Disneyland à Anaheim en Californie. Bonnie Mavis Lear, une employée dévouée depuis 24 ans, a succombé à ses blessures après un terrible accident impliquant une voiturette de golf. L'incident s'est produit dans une zone en coulisses du parc, loin des regards des visiteurs qui profitaient de leur journée. Ce matin-là, à Disneyland, l'agitation était typique d'une journée bien remplie. Bonnie, âgée de 60 ans, travaillait dans les services aux membres du Club 33, un club privé de restauration situé à New Orleans Square, réputé pour son ambiance exclusive et son riche passé, ayant ouvert ses portes en 1967. Bonnie jouait un rôle essentiel dans l'équipe, veillant au bon fonctionnement des services du club. Ce jour-là, elle était passagère dans une voiturette de golf traversant une zone en coulisses près de Critter Country. Le véhicule, conduit par un autre employé, roulait à environ 30 km/h.
Bonnie était assise sur un siège orienté vers l'arrière avec 3 autres passagers. Alors que la voiturette empruntait la route, elle a soudainement heurté une bosse ou un creux. En un instant, Bonnie a tenté de se stabiliser en saisissant la main courante. Mais la rampe, soit mal fixée, soit incapable de supporter la force soudaine, a cédé. Sans rien à quoi se raccrocher, Bonnie a été projetée hors de la voiturette en mouvement. Elle a atterri tête la première au sol, se fracturant le crâne sous le choc, ce qui a entraîné un grave gonflement cérébral. Les premiers secours ont été appelés sur les lieux vers 11h30. La police d'Anaheim et les ambulanciers sont rapidement arrivés et ont trouvé Bonnie inconsciente et grièvement blessée. Ils l'ont stabilisée et transportée d'urgence à l'hôpital local. Malgré leurs efforts, l'état de Bonnie est resté critique. Les médecins ont pratiqué une intervention chirurgicale d'urgence. Le jeudi matin, elle a été déclarée en état de mort cérébrale. Bonnie est décédée le lendemain, le 9 juin 2024. Ken Potrock, président de Disneyland Resort, a publié une déclaration émouvante exprimant ses condoléances et soulignant la douleur immense causée par la perte de Bonnie. Il a insisté sur l'engagement du parc à soutenir sa famille et ses collègues en ces temps tragiques, en veillant à ce qu'ils disposent de des ressources nécessaires. Des amis et collègues, comme Ray Delgado, une membre du personnel de Disney California Adventure, étaient dévastés. Ray a partagé les détails de l'accident sur les réseaux sociaux, appelant à la justice. Elle a évoqué les conditions dangereuses qui ont conduit à la mort de Bonnie, soulignant la nécessité d'améliorer les mesures de sécurité. Le post de Ray a mis en lumière que la défaillance de la main courante était un facteur critique et que de tels incidents ne devraient pas être ignorés. L'accident a soulevé de sérieuses questions sur les pratiques de sécurité à Disneyland. La voiturette de golf était-elle correctement entretenue? Pourquoi la main courante a-t-elle cédé? Ces questions sont essentielles pour comprendre ce qui a mal tourné et pour prévenir de futurs accidents. La voiturette de golf, un moyen de transport courant dans les coulisses du parc, était censée être sûre. Cependant, la bosse sur la route, combinée à la main courante défectueuse, a créé un scénario mortel. La tentative de Bonnie de se stabiliser était une réaction naturelle, mais le soutien inadéquat a conduit à sa chute tragique. Le département de police d'Anaheim a confirmé qu'aucune drogue ni alcool n'était en cause et que le conducteur de la voiturette n'avait pas été blessé. L'enquête s'est concentrée sur les aspects mécaniques et opérationnels du véhicule dans le but de déterminer les éventuelles défaillances d'entretien ou de conception. La vie de Bonnie était intimement liée à la magie de Disneyland pendant 24 ans. Son dévouement au Club 33 et son rôle dans la création de souvenirs inoubliables pour les visiteurs étaient profonds. Sa disparition laisse un vide au sein de la communauté de Disneyland et son histoire souligne l'équilibre délicat entre la joie et la tragédie dans le cadre de l'endroit le plus heureux sur Terre.